Éric Groven, vous êtes de retour avec nous. Vous nous disiez que, en tant que promoteur, évidemment, la desserte était fondamentale et que vous nous parliez du tertiaire quand on a une petite rupture de faisceau. Alors d'abord, je suis absolument navré de cette rupture de faisceau qui démontre que la vie n'est jamais aussi facile qu'en présentiel. Oui, donc je vous disais juste, je serai bref parce que je ne veux pas prolonger trop, mais pour dire que dans le tertiaire, bien entendu, le promoteur regarde la desserte et l'emplacement, mais dans le logement, c'est tout à fait pareil. Et d'ailleurs, regardez les programmes qui poussent comme des champignons autour des 68 nouvelles gares du Grand Paris, alors pas toutes, hein, bien entendu, mais certaines d'entre elles, parce que le désenclavement de la région parisienne rend certains territoires qui étaient peu développés ou plus enclavés, tout à fait accessibles. Et donc, la plupart du temps, nous essayons de proposer à nos clients des programmes abordables parce que les prix quand même restent en première couronne ou surtout en deuxième couronne beaucoup plus accessibles qu'ils ne sont à Paris. Et de ce fait, le principal développement qu'on peut attendre de la promotion résidentielle dans l'Île-de-France est structuré, là encore, par le maillage du Grand Paris Express. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier résidentiel, ce qui est très à la mode aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les prix commencent à augmenter très sérieusement aux endroits où les gares se mettent en place. Hein. Et d'ailleurs, c'est un argument des promoteurs qui montre la différence qu'il y avait avant entre le centre-ville, alors je ne vais pas donner de nom de communes, hein, mais enfin on les connaît tous, notamment certaines à l'est de Paris, et les temps de transport réduits avec le Grand Paris Express. Donc, pour répondre plus complètement à votre question, que ce soit en tertiaire ou que ce soit donc pour les bureaux, les commerces, ou que ce soit pour le résidentiel, notre principal élément en tant que promoteur, c'est l'emplacement et donc la desserte. Merci infiniment. Sylvie Charles, quelle réflexion vous inspire ces témoignages d'employeurs? On voit bien, disais-je, toute l'importance de l'accès à l'emploi. Mais ça laisse entier, évidemment, la question de rapprocher les emplois et les lieux d'habitation. Et c'est à cet égard que je disais que ma position pouvait paraître paradoxale, puisque nous vivons de la mobilité. Et je pense que le mass transit a beaucoup vécu et en tout cas a dû faire face à des mouvements pendulaires croissants. Le constat que nous faisons, nous, c'est qu'il est temps de stabiliser, voire d'essayer d'inverser, parce que sinon, les infrastructures n'arrivent pas à suivre le développement de ces mouvements pendulaires. C'est à cet égard que dans les années qui viennent, le télétravail et comme le disait Mathieu Hanotin, des pires malheurs, on peut et on doit, me semble-t-il, essayer de tirer des choses positives. À l'évidence, il y a des tabous chez les employeurs qui ont sauté sur le télétravail. Il est très important qu'ensemble, et à cet égard, les réflexions d'EDF, pour moi, vont dans le bon sens. Il est important que tous les employeurs que nous sommes, et nous, en tant que Transfiliens, mais plus largement en tant qu'SNCF, nous sommes employeurs, nous nous saisissions de ça et nous fassions en effet très, très attention à ce que ce télétravail soit bien réparti dans la semaine. Sinon, nous n'aurons pas tiré du positif de ce que nous avons vécu. Mais au-delà de ça, je pense qu'il sera important de quand même rééquilibrer un peu ces aspects emploi, zone d'activité. Et à cet égard, l'étude montre que ces 20 dernières années, on est plutôt reparti vers un déséquilibre qui s'était un peu amoindri entre fin des années 70 jusqu'au tournant du siècle. Voilà les réflexions. Et nous avons besoin, nous essayons à notre niveau d'exploitant deux choses. C'est faire toucher du doigt tout l'impact que peut avoir une baisse de 10% des déplacements domicile-travail à l'heure de pointe du matin.
juste pour montrer ce que ça peut apporter de confort supplémentaire aux voyageurs. Et nous montrons ça notamment au DRH des sociétés. On sait que depuis pas mal d'années, et ça a été encore apparent à travers les témoignages qu'on a entendus, il y a un souci, et c'est heureux, sur la qualité de vie au travail des salariés. Moi, ma thématique vis-à-vis des TRH, c'est que la QVT, pour reprendre l'expression consacrée, elle n'est pas que dans l'entreprise, dans la société, elle est aussi sur le fait d'arriver à son travail et aussi évidemment d'en repartir. Voilà, et donc ce confort du salarié est important. Alors au-delà de ça, en tant que transporteur aussi, hein, moi, ma conviction, c'est qu'à partir du moment où on aura des salariés qui feront 3 allers-retours par semaine au lieu de 5, je suis convaincue qu'ils récupéreront un peu d'énergie et du coup l'envie de sortir. Et notre challenge en tant que transporteur et en tant que Transilien, c'est de faire du train leur choix évident, y compris pour des sorties, pour aller faire des achats ou pour aller s'aérer le week-end. Voilà le challenge qui est devant nous. Merci beaucoup. J'en profite peut-être. Excuse-moi, Jacques, j'en profite pour relayer en fait une question d'un des participants, c'est Monsieur ou Madame Legault, qui pose une question directement à Sylvie Charles. Vous y avez en partie répondu par ce que vous venez de dire, mais elle est assez précise puisque elle concerne la défense, et le participant demande si vous ne craignez pas une sursaturation des nouvelles lignes des transports qui vont arriver au pôle de la défense, notamment avec le RER-E et du fait de la construction massive de nouvelles tours. Alors, c'est une très bonne question parce que dans un premier temps, l'extension du RER-E, donc en 2023 et jusqu'à la deuxième phase et notamment à la mise en œuvre de Nexteo, dans un premier temps, cette extension se fait à offre de train constante. Or, les prévisions, alors c'était des prévisions avant Covid, hein, étaient qu'au jour d'aujourd'hui, le RER-E avant la Covid, 2019, le RER-E, c'était 370 000 personnes jour, 370 000 voyages jour, pardon, et les prévisions étaient de passer à 600 000 en 2023. Bon, télétravail passant par là, on peut tomber à 550 000, voire à 500 000 s'il est vraiment très généralisé, mais vous voyez quand même le saut. Or, donc 350 000 à 500, 550 000. Or, tout ça à offre constante. Donc, oui, je confirme, et c'est un challenge que nous sommes en train, évidemment, de nous attacher à relever dans le cadre de la préparation de cette extension du RER-E. Ça va être de gérer ces flux très correctement, avec des gares dont on sait en plus que ce sont des gares souterraines, larges et autres. Mais on va avoir notre point majeur d'attention, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un aléa. C'est-à-dire que quand on fait tous nos calculs, qu'on regarde l'accès complet jusqu'au quai et le départ quai vers sortie, ça passe. Le sujet, c'est dès lors qu'un train a un aléa, en clair qu'il manque un train, on a en effet ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une scénarisation à faire, anticiper et voir, dans ces cas-là, comment on régulera pour éviter d'avoir trop de voyageurs sur le quai. Donc oui, question très pertinente. C'est quelque chose que nous sommes en train d'anticiper pour évidemment limiter les risques. Alors, dans une deuxième phase, au moment où l'extension, où on a Nexteo, puis après où l'extension va jusqu'à Mantes, on a plus de trains dans cette partie centrale, puisqu'on doit passer de 16 à 22 par heure. Et à ce moment-là, évidemment, on sera plus confortable. Mais nous allons avoir en effet une période un peu compliquée. Raphaël, il y a d'autres questions que tu peux relire? Oui, tout à fait. Notamment, il y a un utilisateur qui s'appelle Confluence qui souhaitait connaître l'avis de nos différents intervenants sur les propositions qui ont été faites par les élus de l'Essonne qui ont produit il y a quelques mois un rapport pour notamment répondre aux besoins urgents des mobilités en grande couronne. Le participant évoque notamment la mise en place de lignes express sur le secteur Dourdan, Brie-sous-Vorges, Massy.
et un rapport qui faisait état de différentes pistes de financement. Alors, je ne sais pas si nos participants ont eu vent de ce rapport et si l'un d'entre eux souhaite réagir, répondre à cette question. Non, je n'ai pas l'impression que ce rapport inspire. Ça ne suscite pas de réaction. Y a-t-il d'autres questions, Raphaël? Sinon, j'en ai une, moi. Mais... sinon, oui. Alors, donc, une question de Christian Proponet qui demande, qui dit qu'il a entendu la volonté de développer les modes doux et qui souhaitait savoir si les politiques d'emport des vélos dans les divers transports est prise en compte à la hauteur des ambitions. Donc, la question de la place des vélos à l'intérieur même des rames. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Sylvie Charles, peut-être? Oui, volontiers. Alors, vous m'entendez? Oui, oui. Je suis désolée, je suis toujours avec mon iPhone. C'est parfait. Alors, à l'heure actuelle, tant qu'on aura des pointes, et on continuera à avoir des pointes, notre enjeu, c'est un peu délimité. Il est exact que les vélos, comme les poussettes d'ailleurs, ne sont pas autorisés aux heures de pointe. Est-ce que c'est en soi un problème? L'idée, c'est en fait d'avoir un vélo qu'on peut laisser en toute sécurité à sa gare de départ et à laquelle on puisse se rendre en toute sécurité, d'où la problématique de pistes cyclables se rabattant sur les gares. Et puis, à l'arrivée, on trouve un autre vélo. Alors, ça peut être son second vélo ou bien ça peut être un Vélib. Mais l'idée, elle est bien là, de favoriser les modes doux, mais sans embarquer son mode doux avec soi. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on a des problèmes entre voyageurs, compte tenu de l'encombrement des sujets. On commence à l'avoir, on commence à avoir des réactions sur certaines trottinettes qui sont un peu importantes parce que ce sont des trottinettes électriques et qui encombrent aussi, quoi. Voilà, donc il y a toujours les modes doux doivent être pris dans leur globalité et pas nécessairement j'emporte mon mode doux avec moi.